Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Les diapositives suivantes présentent l'anatomie du canal vertébral qui s'étend tout le long de la colonne vertébrale. Nous insisterons aussi sur l'anatomie des foramènes intervertébraux et leurs différences à chaque niveau de la colonne vertébrale. Nous allons étudier sur cette diapositive l'orientation des pédicules et la forme globale du trou vertébral au niveau cervical, thoracique et lombaire. Au niveau cervical, les pédicules sont orientés médialement et ventralement et font un angle de 45 degrés avec l'axe sagittal. Le trou vertébral est triangulaire et ses mensurations moyennes sont de 23 mm sur 15 mm. Au niveau de la colonne thoracique, les pédicules sont parallèles au plan sagittal. Le foramen ou trou vertébral est circulaire et son diamètre moyen est de 15 mm. Au niveau lombaire, les pédicules ont une orientation comme au niveau thoracique, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles au plan sagittal. Le foramen ou trou vertébral est, lui, triangulaire, comme au niveau cervical, et ses mensurations sont identiques, c'est-à-dire 23 mm sur 15 mm. Intéressons-nous maintenant à une vue de profil aux trous intervertébraux, à leur forme et à leur aspect radiologique. Nous avons ici colorié une vue de profil du rachis cervical impliquant deux vertèbres. Vous constatez que le foramen intervertébral, qui se situe donc entre deux pédicules, a une forme globalement de rectangle, et de par leur orientation de 45 degrés sur une vue radiologique, cette forme rectangulaire n'est visible que sur des trois quarts. Au niveau thoracique, la forme du trou intervertébral est celle d'une virgule, et on peut observer cette forme en virgule sur des clichés de profil, car les pédicules ont une orientation sagittale. Enfin, au niveau lombaire, le trou intervertébral a une forme d'oreille, de la même façon qu'au niveau thoracique, de par l'orientation des pédicules, cette forme d'oreille est visible de profil. Étudions ici le contenu nerveux et méningé du canal vertébral. Il s'agit d'un schéma. Nous allons tout d'abord mettre en place les différents segments vertébraux que nous connaissons, avec tout d'abord le rachis cervical étendu de C1 à C7, suivi de la colonne thoracique de T1 à T12, puis le rachis lombaire de L1 à L5. Enfin, la colonne fixe avec le sacrum, S1 à S5, et enfin, le plus caudal, le coccyx. Le contenu nerveux est constitué par la moelle épinière qui correspond à la partie caudale du système nerveux central. Cette moelle épinière est subdivisée en différents segments correspondant à l'émergence au niveau de la colonne vertébrale des nerfs spinaux. Nous avons donc la moelle cervicale, suivie de la moelle thoracique, de la moelle lombaire et enfin de la moelle sacrée. Cette partie caudale du système nerveux central, la moelle épinière, est protégée dans les méninges.
Les méninges sont constitués de plusieurs tuniques, avec ici représentée en vert la durmère, qui correspond à la tunique la plus solide et la plus externe. La moelle épinière baigne dans le liquide céphalorachidien, représenté ici en bleu. La moelle épinière est rattachée par le phylum terminal, fléché ici en orange, jusqu'à son insertion caudale qui se situe au niveau du coccyx. Ce phylum terminal est un reliquat embryonnaire. Étudions maintenant les nerfs spinaux. Les nerfs spinaux sont numérotés en fonction des vertèbres où elles vont émerger. Au niveau cervical, les nerfs spinaux prennent le nom de la vertèbre sous-jacente. Le premier nerf spinal, C1, va donc émerger au-dessus de C1. Le deuxième nerf spinal, C2, va émerger au-dessus de C2, c'est-à-dire entre C1 et C2. Et ainsi de suite, la racine nerveuse qui va émerger en dessous de C7 et au-dessus de T1 va s'appeler C8. Car à partir de la colonne thoracique, les nerfs spinaux prennent le nom de la vertèbre sous-jacente. C'est-à-dire que la racine T1 va passer en dessous du pédicule de T1, entre T1 et T2. Et ainsi de suite, au niveau thoracique et au niveau lombaire. Au niveau lombaire, le nerf spinal L1 va passer en dessous du pédicule de L1. Cette même règle s'applique au niveau du sacrum, de S1 à S5. Le cul-de-sac dural se termine en S2. Il est représenté ici par les pointillés bleus. La moelle épinière, quant à elle, se termine en regard de la deuxième vertèbre lombaire. Étudions le contenu du canal vertébral au niveau de la colonne cervicale sur une coupe horizontale avec une vue crâniale de la coupe. La partie ventrale étant en haut du schéma. Nous pouvons représenter ici en bleu, avec son orientation crâniale, la surface articulaire crâniale de la zygapophyse gauche de cette vertèbre. On représente ici ensuite en rouge l'artère vertébrale, la veine vertébrale, dans le foramen transversaire. Est représenté ici en orange les nerfs spinaux qui émergent de la colonne vertébrale et vont sortir au niveau du foramen intervertébral en dehors. Est représentée ici la moelle cervicale sectionnée, entourée de liquide céphalorachidien représenté ici en bleu. Ce liquide céphalorachidien est contenu dans les enveloppes méningées. Ces enveloppes méningées sont constituées de 3 tuniques. Au contact même des structures nerveuses, on retrouve la pimère. Représenté ici en bleu, le liquide céphalorachidien, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la deuxième tunique correspondant à l'arachnoïde, non représentée sur ce schéma. Et enfin, la plus externe et la plus résistante, la troisième tunique qui correspond à la durmère. Le canal, quant à lui, contient d'autres structures que les structures neuroméningées,
avec des lobules graisseux qu'on appelle lobules graisseux périduraux et un réseau veineux appelé réseau veineux péridural qui peut être assez important et être à l'origine d'hémorragies importantes en cas d'abord chirurgical du canal vertébral.